Alors, cinquième partie sur les migrations. Alors, j'en profite pour vous dire qu'il y a quelques minutes, j'ai lu un article, non pas sur les migrations, mais sur le sujet précédent, c'est-à-dire la démographie. Et cet article présentait l'étude démographique mondiale réalisée par des experts au niveau mondiaux qui s'intéressent à l'évolution de la démographie et voilà, des projections. Et le constat qu'il faisait, c'est que le pic démographique, c'est-à-dire le maximum de la population mondiale, sera atteint plus tôt que prévu et il sera plus bas que prévu. Donc ça confirme tout à fait ce qu'on avait dit à ce moment-là en ce qui concerne la démographie. Donc ce sera bien avant 2100 et à un niveau inférieur à ce que l'ONU avait prévu, hein, de l'ordre de 11 milliards d'individus. Et ça confirme un peu les projections de nos deux Canadiens qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Planète vide. Donc vous voyez, ce que l'on avait dit précédemment se trouve confirmé. Alors deuxième chose, migration, problème d'une solution. Bon, il est évident que dans les différents pays, les taux d'évolution démographique ne sont pas les mêmes. D'une façon générale, 2/3 de l'humanité est en dessous du taux de reproduction des populations, c'est-à-dire au-dessous d'un taux de fécondité de 2,1 enfants par femme. Et bien sûr, ceci provoque des mouvements de population des pays qui ont encore un taux de progression démographique élevé vers les autres. Et on pourrait dire que dans un premier temps, ça pourrait être bienvenu dans la mesure où le ralentissement démographique, notamment des pays développés, va se traduire par une mise en cause de l'État-providence. On ne pourra plus payer les retraites comme on le fait aujourd'hui, ni assurer un système de santé aussi généreux qu'il est aujourd'hui, sachant d'ailleurs que ce système généreux a tendance à oublier les personnes dépendantes en fin de vie. Donc, vous voyez, on ne répond pas encore à tous les besoins et les ressources vont se tarir du fait du déséquilibre entre les inactifs, de plus en plus nombreux, et les actifs, de moins en moins nombreux, notamment dans tous les pays européens. Donc, voilà le contexte dans lequel nous avons abordé le sujet. Alors, on arrive à la grande question, une fois qu'on a analysé tout ça, c'est que faire? Que faire? Alors, on aurait tendance à dire, dans un premier temps, il faut distinguer quand même les natures de flux. Et on a tendance à se polariser sur, disons, les migrations illicites, c'est-à-dire les demandes d'asile non fondées, ou bien les maintiens sur le territoire au-delà des autorisations. Alors, distinguons quand même les migrations légales, c'est une chose, qu'il faut bien sûr réglementer, mais il suffit, lorsque c'est réglementé, eh bien de quantifier ce que l'on accepte et puis surtout de faire appliquer les lois qui ont été définies. Donc, distinguons les natures de flux. Mais je vais commencer par un sujet qui n'était pas prévu, mais que me fournit l'actualité. Non seulement il le fournit, mais il l'impose. C'est-à-dire, avant de voir ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Et j'ai noté dans les articles dont je vous parlais tout à l'heure, trois articles qui font état de la démission de Fabrice Leggeri, qui est un Français qui était directeur général de Frontex. Alors Frontex, c'est l'agence européenne chargée de contrôler les frontières extérieures, de contrôler, de contribuer à l'efficacité du contrôle. Alors cette agence existe depuis une quinzaine d'années. Elle était constituée de 400 personnes. Son siège est à Varsovie. Et il y a
quelques années, l'Union européenne avait décidé de passer de 400 personnes à un objectif de 10 000 personnes et faire en sorte que Frontex ne reste pas cantonné dans ses bureaux à Varsovie, mais soit capable d'intervenir sur toutes les frontières extérieures pour aider les États nationaux à défendre ces frontières, notamment contre les migrations non autorisées, illicites, illégales. C'était l'objectif. C'est l'objectif qui avait été donné à Frontex et notamment à Leggeri lorsqu'il était devenu directeur général il y a maintenant plus de 7 ans. Alors, Leggeri, c'est un personnage, profil haut fonctionnaire, Sciences Po, ENA, Normal Sup. Les autres ont tous fait l'ENA, mais Normal Sup en plus. Donc, vous voyez, c'est un bon gabarit. Et ce personnage a dû démissionner plus de 55 ans après avoir été directeur général pendant 7 ans. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce que la mission au départ de Frontex, c'était d'aider à défendre les frontières contre les migrations illégales. Donc, Frontex est équipé en matériel, aviation, etc., pour contrôler ce qui se passait, notamment en Méditerranée, ce qui leur a permis d'établir les liens qui existaient entre les marines nationales, quand je dis nationales, c'est les marines militaires, hein, nationales, et les passeurs. Les passeurs entassaient des migrants dans des canaux pneumatiques, ils poussaient ces bateaux au-delà des limites territoriales, des eaux territoriales du pays, puis après ils prévenaient les marines pour que celles-ci viennent chercher les migrants pour achever le travail et justifier les rémunérations des passeurs. Vous voyez, il y a une complicité objective entre les marines nationales et les passeurs, et ceci a été établi par Frontex. Gros problème pour les passeurs, pour les organisations non gouvernementales piégées dans leur complicité avec les passeurs. Et euh, Leggeri, qui avait bien fait son travail, a été renouvelé après un premier mandat, mais les choses se sont compliquées au cours du second mandat, soyons clairs, depuis 1979, depuis l'arrivée d'Ursula von der Leyen. Pourquoi? Eh bien parce que la Commission a écouté complaisamment les témoignages des organisations non gouvernementales, disons de tous ceux qui défendaient les migrants et l'universalisme de l'Union européenne sans vouloir gérer l'immigration illégale. Et deux enquêtes ont été diligentées à l'intérieur de l'Union européenne, et même la commissaire qui était chargée du suivi des migrations a expliqué à Leggeri que sa mission n'était plus d'arrêter les migrants illégaux, ce qui était même un péché de refoulement. Vous vous rendez compte, refouler, interdire l'accès de l'Union européenne à des gens qui n'avaient pas demandé à entrer, qui n'avaient pas demandé l'autorisation, du refoulement. Donc, on lui a reproché le refoulement, notamment sur les frontières de la Grèce, très difficile à défendre compte tenu du nombre d'îles. Et ce commissaire, enfin cette femme, Madame Johansson, lui a même dit que sa mission dorénavant consistait non pas à repousser les migrants non autorisés, mais à les accueillir. Autrement dit, l'Union européenne, la Commission en tout cas, ne considérait plus les migrations comme un problème, mais plutôt comme un projet, notamment pour les raisons démographiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc, Leggeri n'a pas été soutenu par la France, qu'il a laissé tomber,
n'a pas été soutenu par l'Allemagne, qu'il a laissé tomber, et il était mis en cause et attaqué par la Commission européenne qui avait déclenché des enquêtes internes. Donc, il a démissionné sans avoir perdu la confiance du conseil d'administration, qui n'a demandé aucune sanction contre lui, ce qui veut dire que son comportement était conforme à ce qu'on attendait de lui. Et par sa démission, il souhaitait poser un problème, le problème de la mission de Frontex. Il voulait, par sa démission, faire en sorte que l'Union européenne confirme soit la première version qu'on lui avait donnée, c'est-à-dire défendre les frontières, soit la deuxième, c'est devenu une structure d'accueil, l'abbé Pierre généralisée, mais effectivement, c'est plus la même mission, c'est plus les mêmes moyens. Alors, ceci a posé des problèmes à la Commission européenne qui a pataugé de longs mois avant de remplacer Leguéry, et disons qu'il est remplacé par un profil plutôt deuxième mission que première. Alors, que penser de cette affaire? Première chose, c'est une tartufferie, résurrection de Tartuffe en un discours et puis un comportement qui ne correspond pas au discours. Parce que autant la première mission de Frontex était officielle et publique, autant le changement d'orientation s'est fait dans la discrétion extrême, c'est-à-dire à l'insu des opinions publiques. Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, on constate que le pôle élitaire, constitué à la fois par la Commission européenne, par les eurocrates, il faut faire attention parce que les eurocrates, installés depuis longtemps, qui survivent au changement de commission, comme ça va être le cas après les prochaines élections européennes, les eurocrates ont aussi des opinions majeures. Et on les voit souvent dans les subventions accordées à certaines ONG qui parfois surprennent l'opinion publique. Donc, le pôle élitaire, qui est aussi constitué par les dirigeants nationaux des différents pays qui ont laissé tomber leur directeur général. C'est vrai de la France, c'est vrai de l'Allemagne, etc., de tous ceux qui ne l'ont pas soutenu. Donc, le pôle élitaire a tendance à imposer au pôle populaire ce qu'il pense, lui, et à ne pas tenir compte de ce que pensent les peuples. Les peuples, soyons clairs, entre 70 et 80% des Européens pensent qu'il y a trop de migrants en Europe. Donc, ils sont plutôt favorables à la première version de la mission de Frontex. Mais le pôle élitaire impose une deuxième version qui est complètement différente de la première. Donc, vous voyez ce qui est en train de se produire, c'est que les dirigeants imposent leur vision contre celle des peuples. Et cela conduit, on le voit assez généralement, vers un accroissement de l'audience des extrêmes, notamment de l'extrême droite, puisque l'extrême gauche serait plutôt islamo-gauchiste. Voilà. L'une des conséquences est une illustration des conséquences. Alors, Leguéry dit je ne suis pas d'accord avec Johansson, je ne suis pas d'accord avec Ursula von der Leyen, et le seul parti politique en France qui semble défendre mon point de vue, et surtout avoir le courage de réaliser, parce que je pense qu'il faut distinguer les discours, il y en a beaucoup, surtout en France, les discours politiques, énormément de choses se font dans les discours, mais beaucoup moins de choses se font sur le terrain dans la réalité. Donc voilà une illustration de ce qui se passe. Alors, dans que faire? Eh bien, première chose, voilà ce qu'il ne faut pas faire, c'est avoir
une politique qui ne tient pas compte de ce que souhaitent les électeurs. Parce que, bien évidemment, on ne va pas les tromper indéfiniment. Et plutôt que de faire évoluer une politique, on risque de casser le fonctionnement de l'Union européenne. C'est une des menaces importantes, c'est une menace interne. Et toute la soirée va être consacrée aux menaces qui pèsent sur l'Union européenne, comme on n'a jamais vu jusqu'à présent. L'élément nouveau, c'est que l'Europe n'a jamais été aussi menacée qu'elle l'est aujourd'hui. Voilà pour ce qu'il ne faut pas faire. Alors, maintenant, si on regarde les migrations sur le plan sociologique, qu'est-ce que l'on constate? Quelles sont les attitudes possibles? Eh bien, il y en a 5. La première, ce serait l'interdiction des migrations. Et l'interdiction, ce serait l'application du principe de précaution. Or, vous le savez, en France, le principe de précaution a été introduit par Chirac dans la Constitution. Mais voilà une illustration de ce que je vous disais tout à l'heure, des solutions qu'on trouve dans les discours, mais pas dans la réalité. Le principe de précaution existe dans la Constitution, mais pas sur le terrain. Donc, le premier principe aurait été l'interdiction. Mais nous n'en sommes pas là, on en est loin. La deuxième possibilité, c'eût été l'absorption, c'est-à-dire ce qu'on a appelé pendant longtemps l'assimilation. Alors, l'assimilation, on accueille les migrants et on fait comme en Allemagne, on leur apprend le plus vite possible la langue, on leur donne des formations professionnelles de façon à les intégrer le plus vite possible pour qu'ils puissent subsister par leur travail sans être dépendants de la générosité publique. Alors ce principe de migration, la France l'a pratiqué pendant des décennies, puisqu'elle a commencé les migrations par des migrations de travail. Ce qu'on a vu notamment dans la vallée de la Seine, hein, de Paris à Mantes-la-Jolie, où il y avait les usines Renault, Peugeot, etc. Et là, les migrants s'assimilaient rapidement aux ouvriers français, et disons même au Parti communiste ou à la CGT. Vous aviez deux grands systèmes d'assimilation, disons la vie ouvrière autour du communisme, et puis l'Église, les cathos sociaux. C'était à peu près ça. Mais depuis que les volumes ont augmenté considérablement, d'une part, et que d'autre part, les ouvriers ont diminué sensiblement du fait de la désindustrialisation, l'assimilation n'est plus pratiquée. Au passage, j'en profite pour dire que cette assimilation a été dénoncée sur le plan moral par deux personnes. Vous pourrez réfléchir. La première, c'est Erdogan, président donc de Turquie, qui est venu dire, alors je ne sais plus si c'est en France ou en Allemagne, je pensais que c'était en France, mais j'ai lu que c'était en Allemagne. Il a dit que l'assimilation était un crime contre l'humanité. Donc vous voyez, il faut qu'on accueille les Turcs, mais qui conservent, ils ont le droit de conserver, personne ne leur a demandé d'abandonner leur culture ou leur civilisation d'origine, mais on leur demandait quand même de s'assimiler pour l'essentiel à la législation et au comportement français. La deuxième autorité qui l'a condamné, c'est le pape François. Le pape François condamné l'assimilation en disant qu'on n'a pas à imposer à des tiers qui viennent de l'extérieur de se comporter conformément au pays d'accueil. Je ne ferai pas de commentaires, ça me semble aller de soi. Troisième possibilité, la négociation, c'est-à-dire l'intégration. L'intégration sur une plateforme minimale, bien sûr, le respect des lois, le respect de l'acquisition de compétences pour accéder à l'emploi. Mais ça veut dire dans cette affaire que le peuple qui reçoit doit faire un gros effort d'adaptation. Ce n'est pas aux migrants qui viennent de s'adapter, c'est au peuple qui est en place de faire
évoluer ses comportements pour... Alors, c'est de plus en plus ce qui se pratique, mais c'est aussi, si vous voulez, ce qui est discuté par les pays d'accueil qui pensent qu'on ne peut pas leur imposer de modifier leur comportement, leur façon de vivre pour complaire à des migrants, surtout lorsqu'ils n'ont pas demandé l'autorisation d'intervenir. Quatrième possibilité, c'est la séparation. La séparation, c'est-à-dire que des diasporas apparaissent, des communautés ethniques se regroupent. Et vous savez que lorsqu'on est un migrant au milieu de natifs, eh bien, on adopte les comportements des natifs qui sont autour de soi. Mais lorsqu'on est des migrants au milieu de migrants, d'autre part, des migrants qui restent en relation constante avec le pays d'origine grâce aux télévisions, grâce aux moyens de communication d'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus de rupture du cordon ombilical. Et d'autre part, eh bien, c'est le groupe qui fait pression sur ces enfants pour imposer des comportements qui ne sont pas des comportements d'intégration ni d'assimilation. Et ces diasporas ont tendance à devenir non coopératives. D'autre part, étant non coopératives, elles évoluent vers une partition, non pas une intégration à la société française dans laquelle ils vivent, mais on vit en communauté, communautarisme, avec ces règles du jeu du pays de départ. Et d'autre part, il y a un phénomène d'accélération. D'accélération pour deux raisons. La première, c'est que ça constitue une base d'accueil pour les nouveaux migrants qui veulent quitter leur pays parce que là, le taux démographique est trop élevé, la population évolue plus vite que les emplois, donc ceux qui peuvent ont tendance à partir, et ça constitue une terre d'accueil pour ces gens-là. Deuxième accélération, c'est que les taux d'évolution démographique à l'intérieur de ces communautés restent plus proches de la communauté d'origine que de la communauté d'accueil. Comme certains islamistes l'avaient dit aux natifs, et nous allons vous conquérir grâce au ventre de nos femmes qui sont plus productifs que les vôtres. Voilà, c'était clair, c'était pas brillant, mais c'est... Donc, voilà une immigration qui a tendance à diverger au fil des générations, alors que précédemment l'assimilation des premières générations se traduisait par une assimilation totale des secondes. Maintenant, c'est le contraire. La deuxième génération diverge bien plus des natifs que la première. Donc, voilà une des conséquences de cette séparation. Alors, le problème, c'est que le développement du pays se fait sous forme d'archipels. Et bien sûr, la confiance entre des communautés qui ne se ressemblent pas et qui ne cherchent pas à se rapprocher l'une de l'autre, eh bien, met à mal la solidarité nationale, puisqu'il n'y a plus de tentation, de tentative d'intégration. Et ce qui aura pour conséquence, c'est de menacer dans un deuxième temps l'État-providence. D'ailleurs, Milton Friedman l'avait dit, et puis Christophe Régnier l'a constaté, il est impossible d'avoir un État-providence généreux avec des frontières ouvertes. Sinon, on se ruine pour l'État et sans créer de solidarité à l'intérieur de la société. C'est ce qu'il y a de pire. C'est ce que fait la France. C'est un peu à l'origine de ces déficits, et la France, elle n'a rien compris au film. Alors que la Suède, alors que le Danemark ont bien compris. Ils ont été généreux, mais ils ont fermé les frontières. Il nous reste le cinquième possibilité, c'est l'affrontement.
L'affrontement, c'est pas compliqué, c'est ce que nous connaissons. Les incivilités deviennent courantes, puisqu'on n'a pas tous les mêmes sources de la politesse. La surdélinquance se développe, même si elle est masquée en France par l'interdiction des statistiques ethniques. Vous avez eu un contournement récent par Fourquet de ce que les statistiques ne veulent pas dire. Fourquet a simplement recensé l'origine des prénoms et il a démontré que dans une génération, les prénoms d'origine musulmane étaient de 18-50% des naissances, bon, ce qui préfigure ce que sera la proportion des musulmans dans quelques années. Actuellement, si on prend les étrangers nés à l'étranger, ça fait 9% de la population. Si on prend 2 générations, on arrive à peu près au double et vous voyez bien qu'on va dans cette direction. Donc, il y a les conséquences que je viens de dire et puis, vous avez des manifestations ou des protestations à l'issue de célébrations. Le plus célèbre, c'était France-Algérie, je crois, en 2001, où les Algériens ont manifesté avec, après, à l'issue du match, quelle équipe ils soutenaient. Hein. Autrement dit, vous avez des manifestations de masse qui apparaissent et qui se terminent bien souvent en razzia, en vandalisme, ou en émeute qui s'attaquent à tout ce qui représente la France, les pompiers, les médecins, les commissariats, et ça dégénère en guérilla de basse intensité. Bon, vous voyez que dans cette 5e version, l'affrontement, on est arrivé à ce que redoutait Gérard Collomb, donc ministre de l'Intérieur. On a vécu longtemps côte à côte et maintenant on se retrouve face à face. Et vous voyez bien que le gouvernement est prudent pour éviter de prendre des décisions qui pourraient provoquer de nouvelles émeutes, hein, qu'on a beaucoup de mal à maîtriser. Nous en sommes arrivés là. Alors, que faire? On voit bien que la loi adoptée par le Parlement français n'est pas à la hauteur du problème. Là, malheureusement, c'est Zemmour qui a raison, cette loi ne change strictement rien au problème. On est complètement à côté. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, certains, non pas hommes politiques, mais disons conseillers politiques, peuvent parler plus librement et disent carrément ce qu'il faudrait faire. En termes plus clairs, il suffit d'aller voir ce qui a été fait en Suède et au Danemark pour s'en inspirer. Alors, première chose, il faudrait envoyer urbi et torbi le message que le vent a tourné à 180 degrés en France. C'est-à-dire que la France n'est plus ouverte à tout le monde, que la France ne va plus conserver ses OQTF, hein, obligation de quitter le territoire français qui n'est pas du tout appliquée. Donc, il faut annoncer qu'on arrête avec le laxisme, et c'est d'ailleurs ce que le Danemark a fait en faisant de la publicité dans des pays étrangers, en Extrême-Orient, pour expliquer que le Danemark d'aujourd'hui, c'était plus celui d'avant-hier. Donc, deuxièmement, il faudrait trancher dans les mêmes proportions l'accès à la nationalité. Il ne faut plus qu'il y ait d'automatisme dans ce domaine-là. Bon, et vous voyez un peu les querelles sur le droit du sol, non pas en France, mais surtout dans les territoires, disons, éloignés de la métropole. Il faudra arriver à contenir l'immigration irrégulière en divisant par 20 ou 30 les visas. Nous sommes trop généreux dans les visas, y compris les visas pour étudiants, qui bien souvent ne sont qu'une carte d'entrée pour se maintenir ensuite sur le territoire sans entreprendre la moindre étude. Il y a beaucoup de tricheries. Et vous avez aussi abolir toutes les récompenses sociales, médicales, d'hébergement,
qui viennent concurrencer le traitement de la misère des nationaux. Hein. Quatrième point, il faudrait atténuer l'attractivité sociale en France en limitant les prestations aux étrangers, les allocations familiales, etc., sans limite particulière. Il faudrait dégonfler les diasporas en réduisant les types, durée, nombre de titres de séjour et en excluant les renouvellements quasi automatiques qui ont lieu aujourd'hui. Et enfin, certains disent qu'il faudrait muscler notre laïcité chrétienne, c'est-à-dire interdire le voile non seulement dans les écoles, mais aussi dans les administrations, les universités et les voies publiques. Vous voyez, ça va très loin. Et si ces propositions ne s'inscrivent pas dans le droit existant, ce qui est le cas, eh bien, il faut le faire évoluer. L'un des problèmes, c'est que notre droit international et national ont été ou a été conçus, enfin les deux ont été conçus dans des contextes tout à fait différents. Le droit qui encadre la migration de travail n'a plus rien à voir avec les migrations d'aujourd'hui, qui sont des regroupements familiaux, etc. Il faut que le droit évolue, ce que l'on oublie, ce qu'on ne veut pas faire, d'une façon délibérée. D'autre part, quand on change le droit, la dernière loi, elle est tout à fait, elle n'est pas du tout au niveau de ce qu'il faudrait faire pour retrouver la maîtrise des quantités de migrants. Alors, il faudra annoncer la politique, vous l'avez dit au départ. Il serait souhaitable qu'il y ait des quotas adoptés par le Parlement et respectés, ce que le Canada fait. Tant que je sache, le Canada n'est pas une dictature. Elle le fait pourtant. En France, c'est très contesté. Il faudrait qu'on ait des statistiques migratoires fiables et adaptées, notamment par exemple dans la délinquance. Il n'y a pas de statistiques de délinquance dans les prisons. Quand on reproche à la police de faire des contrôles aux faciès, peut-être que certains migrants sont surreprésentés dans les contrôles par rapport à leur part dans la population, mais par rapport à leur part dans la délinquance, c'est pas sûr. Ce que je dis là, Michel Tribala, qui est une grande démographe, le demande depuis longtemps, et bien sûr, aucun politique ne veut l'écouter. Et là encore, vous voyez bien qu'on casse le thermomètre plutôt que d'avoir le courage de regarder le résultat qu'on trouverait et d'en déduire des mesures adaptées et légitimes. Il faudrait élever le niveau de formation linguistique. Guy, qui accueille pas mal de monde, dit qu'on est en deçà de ce que les Allemands font. Là aussi, on manque d'exigence. Il faudrait associer les communes de façon que ce ne soient pas des lois générales très éloignées des lieux où elles s'appliquent, mais qu'il y ait une discussion entre des gens en charge de l'application et au contact des migrants. C'est quand même là que les choses devraient se définir et se pratiquer, et en restant dans des relations tout à fait humaines. Restreindre le regroupement familial. Alors, je vous rappelle que Raymond Barre avait essayé, mais que le décret qu'il a pris a été cassé par le Conseil d'État. Et nous retrouvons ce que j'avais dénoncé dans un chapitre précédent, le gouvernement des juges. Le gouvernement des juges, c'est à la fois les juges européens, Cour européenne des droits de l'homme, alors là on est au niveau du Conseil de l'Europe, ou bien la Cour de l'Union européenne, là on est au niveau de l'UE, de l'Union, mais les hautes autorités nationales, dont leur jurisprudence s'inspire des jurisprudences européennes. Donc on est en train d'appliquer un droit européen dans les différents pays. Il faudrait arriver à s'en abstraire. Le seul moyen, c'est ce que proposent deux partis politiques, deux partis seulement, c'est de modifier la Constitution. Parce que sinon, le gouvernement, le
président, le Parlement ne peuvent pas agir sur les juges, sur le troisième pouvoir, hein. Seul le peuple, qui devrait disposer du pouvoir constitutionnel, du pouvoir qui est le souverain. C'est ce que disait De Gaulle. Le souverain, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est le peuple. Encore faudrait-il que celui-ci soit consulté selon les règles constitutionnelles. Bon. Voilà un certain nombre de mesures, alors assez vigoureuses, bien sûr, c'est pas nécessairement appliqué tel quel, mais c'est la direction dans laquelle il faut aller et qui montre bien que la loi présentée par, disons, le macronisme n'était pas du tout à la hauteur des problèmes à résoudre. Alors, il y a aussi d'autres moyens. Il faut décourager les départs dans les pays de départ, notamment en Afrique, mais ça veut dire pratiquer le co-développement. Donc, c'est toute une politique de relation avec le reste du monde, euh, disons, en anticipant avec le Sud global, dont on parlera tout à l'heure. Vous voyez, il faut revoir nos relations avec le Sud global et décourager les départs, faire en sorte de maintenir sur place le maximum de monde, et notamment ces nouvelles générations qui sont celles qui migrent, c'est ceux qui sont formés, qui ont été formés notamment à l'étranger, qui peuvent gagner leur vie et qui sont les élites économiques dont le pays a bigrement besoin pour assurer son développement, pour que celui-ci rejoigne le rythme de développement démographique. Il faudrait enfin gérer activement et fermement les flux, hein. Obligation de quitter le territoire, réalisation moins de 10%. De qui se moque-t-on? On n'est pas capable d'appliquer les décisions qui sont prises. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Ce n'était pas dans la dernière loi sur l'immigration. C'est quasiment scandaleux de ne pas vouloir voir des évidences pareilles. Bon, et d'autre part, il faudrait aussi assimiler et épurer les stocks parce que les diasporas se sont installées avec leur façon de vivre qui n'est pas une assimilation à la française. Est-ce qu'on peut continuer de tolérer d'avoir des communautés qui s'installent chez nous avec des règles du jeu, y compris des règles juridiques différentes des nôtres? Je pense qu'il serait souhaitable, a posteriori, de les assimiler comme on l'avait fait par le passé. Bon, en conclusion générale, on s'aperçoit qu'il y a une relative impuissance publique, à la fois dans notre pays, et c'était aussi le cas de l'Union européenne, qui n'arrivait pas à adopter sa nouvelle législation. La Commission a fait une proposition il y a plus de 2 ans, et elle n'est toujours pas adoptée. Alors on est sur le point de le faire, puisque maintenant on attend une adoption officielle, en principe avant les prochaines européennes. Mais vous voyez que c'est dur quand même de le concevoir, restera ensuite quand même à appliquer tout ça. On s'aperçoit qu'un certain nombre de pays n'attendent pas l'Europe. Je vous rappelle que les migrations sont du ressort des États nationaux et pas de l'Union européenne. On a simplement délégué certains domaines à l'Union européenne. Ce n'est pas elle la principale responsable dans ce domaine. Mais l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Italie, les Pays-Bas vont déjà dans cette direction et il serait souhaitable que nous les rejoignions et qu'on essaie d'avancer de concert et non pas en se faisant concurrence dans ce domaine-là. Et d'autre part, il serait souhaitable d'éviter la dérive d'extrême droite. Bon, d'une façon générale, il faut que nous arrivions à concevoir une politique et une stratégie de rééquilibrage dans la durée. Et soyons clairs, ce qui manque le plus, ce ne sont pas les idées. Il y a suffisamment d'experts qui ont étudié le problème et fait des propositions. Ce qui manque, c'est le courage politique, et que ce courage politique
s'aligne enfin sur la volonté populaire telle qu'on peut la connaître. Voilà, j'en ai terminé avec ce sujet, mais avant de mettre un point final, c'est à vous de réagir en faisant des propositions, en illustrant ce qui a été écrit ou en contestant éventuellement les propositions un peu vigoureuses que j'ai pu faire. Alors à vous. Oui, Jacques, moi je pense que, comme toi, que si on modifie pas la Constitution, si on ne s'oppose pas au gouvernement des juges, que ce soit en France ou dans l'Union européenne, je vois pas comment on peut s'en sortir. On peut, on peut tourner ça dans tous les sens. Alors en France, à ton avis, quels sont les partis qui pourraient prôner la modification de la Constitution? Quand tu regardes bien, bah, ça, tu vas retomber sur le Rassemblement national ou Reconquête, et après, on va te dire, bah, tu fais partie des purs nationalistes, des types d'extrême droite, etc. Donc, je vois pas comment on peut sortir de ce dilemme. Alors, je vous laisse réagir, je répondrai tout à l'heure, mais est-ce que certains veulent apporter une réponse à Philippe? Oui, bonjour à tout le monde, c'est Bonjour. Pierre. Il y a deux choses. J'ai peut-être pas vu toute ton intervention. Euh, il y a deux aspects. Je suis d'accord avec toi sur la notion de courage, parce que on n'applique pas les textes qui existent, les décisions qui ont été prises. Euh, mais c'est pas tout. Enfin, à mon sens, ça n'est pas tout. Parce que si un politique s'attaque de front à, à ce dossier, il va se heurter à comment dire, à des forces, j'allais pas dire occultes parce que ça n'a rien à voir, mais insidieuses, qui vont faire que euh, tout ce qu'il va faire, tous les efforts qu'il va entreprendre, bah, tomberont à l'eau pour X ou X raisons. On parle des OQTF parce que elles ne sont pas appliquées, parce que il y a toujours un juge, un appel, un contre-appel euh, qui va faire que euh, euh, le texte prévu n'a pas été appliqué à la lettre pour X ou X raisons, hein, et qui font que les, les décisions ne sont pas prises. Je parle du regroupement familial ou des décisions qui ont été prises, disant que pour rentrer en France et pour avoir, sinon être français, du moins pouvoir être assimilé, il faut pouvoir parler la langue. J'ai la fille d'une amie qui est institutrice à Nanterre, qui est une enseignante dans l'âme. Vraiment, elle se bat pour ça. Mais quand elle demande à parler aux parents d'enfants qui sont là depuis déjà un certain temps, elle n'arrive pas à échanger avec eux parce qu'ils ne savent pas parler français. Comment est-ce qu'il est possible que des enfants puissent intégrer euh, les enseignements français et être poussés par leurs parents, c'est important quand même, si les parents eux-mêmes ne savent pas parler français. Et ça, pourtant, ça existe dans les textes. Alors, je peux te poser la question, moi, euh, la, euh, revoir la Constitution, est-ce que ça va enlever du pouvoir aux juges? Je sais pas, je sais pas. Actuellement,
C'est-à-dire, c'est un peu, on fait quasiment du trumpisme. C'est-à-dire que s'il y a un juge dans un État qui est pas d'accord, on va voir un autre qui sera d'accord. Et puis, euh, ça me, ça me désole, moi. Si vous le permettez, je voudrais faire quelques remarques par rapport aux OQTF que M. Cailleret a évoqués. Ce qu'il faut savoir sur les OQTF, c'est que pour renvoyer quelqu'un dans son pays, il faut que le gouvernement d'origine accepte le retour. Or, pour certains pays, nous n'avons aucune convention. Ça, c'est la première chose. Et puis, il y a des pays qui refusent d'en discuter. Et puis, il y a même des pays que nous connaissions bien, comme l'Algérie, par exemple, qui a montré que si on voulait lui renvoyer des ressortissants qui avaient délinquants, eh bien, elle faisait pression sur notre pays en parlant des échanges qu'on peut avoir commerciaux sur le gaz, sur le pétrole, etc., qui rendent délicat tout ça, encore plus avec la présence sur notre sol de ressortissants d'origine du pays, enfin d'Algérie en l'occurrence, et qui sont de nature à provoquer des troubles importants si on persiste ou si on force le destin. Alors c'est un petit peu plus compliqué. D'autre part, malgré tout, dans la loi immigration, euh, auparavant, il y avait une douzaine de recours possibles. Je crois que maintenant, on a réduit de moitié le nombre de recours possibles pour ces migrants en situation, je parle bien en situation irrégulière. Voilà. Vous parliez de la langue française, Jacques l'a évoqué tout à l'heure. En France, le quota de langue étrangère pour un migrant qui souhaite intégrer notre pays pour un séjour ou pour plus longtemps, eh bien, le quota est de 400 heures qui sont dispensées par des bénévoles, mais pas des bénévoles qui soient des anciens enseignants de langue ou des enseignants de langue, des bénévoles tout court. C'est-à-dire que la qualité de l'enseignement qui est dispensé, elle est très variable d'un endroit à un autre, d'une ville à une autre et enfin, d'un bénévole à un autre. Alors qu'en Allemagne, les 600 heures qui sont dispensées le sont par des professionnels, dont c'est le métier. Voilà, c'était quelques petites précisions que je voulais donner. Bon, quelques, quelques réactions. Si on commence par le dernier point, l'apprentissage de la langue, là encore, on revient sur un problème politique traditionnel. Il faut d'une part du courage et d'autre part une volonté. Et la volonté, c'est pas de déclarer un principe, c'est d'appliquer dans la réalité la décision qu'on a prise. Alors, je suis désolé, ça fait partie quand même des grandes défaillances françaises. On a beaucoup de discours, peu de résultats, et on n'est pas organisé d'ailleurs pour assurer le suivi de l'application des décisions prises. Ça n'existe pas au Parlement français, sauf exception. Les solutions ne sont pas compliquées, elles existent ailleurs. Dans 27 pays en Europe, vous en avez un certain nombre qui savent comment faire avancer les choses. On pourrait déjà s'inspirer de cela. Et d'autre part, il est tout à fait possible qu'on n'improvise pas les bonnes solutions. Mais après, justement, on fait retour d'expérience, on regarde ce qui a fonctionné, on le maintient et on corrige ce qui n'a pas fonctionné. Mais cette démarche courante dans les entreprises, je pense qu'on a tous travaillé dans les entreprises, elle ne l'est pas au niveau de l'État. Hein, dans une entreprise, si vous ne faites pas ça, vous ne restez pas longtemps aux affaires. Je peux rajouter un élément d'ailleurs. Euh, les 400 heures, si elles étaient dispensées correctement, pourraient peut-être avoir un effet. En Allemagne, elles en ont un encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'en Allemagne, les migrants sont répartis dans les villes en fonction du nombre d'habitants. C'est-à-dire qu'on évite la constitution de communautés monolinguistiques
Parce que quand on n'arrive pas à s'intégrer, bah, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe entre corélégionnaires de façon à se protéger, et ce qui fait que l'apprentissage de la langue prend encore plus de temps. Bon. En ce qui concerne la Constitution, j'ai entendu énormément de choses sur les modifications de la Constitution. En fait, il faudrait se limiter. Première chose qu'il ne faut pas faire, si vous comptez sur le Front national, qui effectivement est un parti qui propose une modification intelligente de la Constitution. Et si Léguéry, dont je parlais tout à l'heure, la rejoint, est le troisième sur la liste, c'est pas par hasard. Et on peut compter sur lui, sur son expérience. On aurait eu rarement un eurodéputé aussi expérimenté dans ce domaine-là. On peut compter sur lui pour ça. Le problème, c'est que si vous votez Rassemblement national, vous ne votez pas que pour la réforme de la Constitution, vous avalez Marine Le Pen, tout le reste avec. Ça peut être assez coûteux. Deuxième possibilité, vous avez LR, qui a parlé de révision de la Constitution. Mais je pense qu'ils ont choisi un mauvais chemin, c'est le référendum d'initiative populaire. Bon, si on veut tuer le sujet, on ne peut pas faire pire. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des LR intelligents. Michel Barnier, grand Européen, grand négociateur du Brexit, a fait une proposition quand il était candidat à la candidature pour la présidence, et tout le monde lui est tombé dessus en disant qu'est-ce qu'il arrive, il est fou. Non, il a fait une proposition intelligente. Alors, normalement, il s'est retrouvé très minoritaire. Mais voilà, vous avez des gens quand même qui font des propositions qui mériteraient un petit peu plus de succès, notamment dans les européennes. C'est le moment d'en parler aux eurodéputés. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous pensez? Ce serait aussi le moment de demander aux partis politiques de retrouver ce qui était leur rôle autrefois, c'est de faire des propositions pour résoudre les problèmes qui se posent au pays et de pouvoir choisir entre ces problèmes, entre ces solutions, pardon. Bon, bien évidemment, l'objectif dans cette affaire serait de réduire les pouvoirs excessifs des juridictions, notamment du Conseil constitutionnel, parce que depuis qu'il a été créé du temps du général jusqu'à aujourd'hui, le Conseil constitutionnel s'est quasiment attribué la compétence de la compétence. C'est-à-dire qu'il n'interprète plus seulement la Constitution, il interprète le préambule de la Constitution de 1946, ce qui lui permet de créer du droit à partir de rien. Et c'est une création sans recours. C'est ça qu'il faut arrêter. Et je pense que le Conseil constitutionnel français est une des cours souveraines qui a le plus dérivé. La cour de Karlsruhe a aussi les mêmes tentations, mais apparemment va moins loin que le Conseil constitutionnel français. Et le Conseil d'État, en ce moment, fait quand même pas mal de bêtises. La dernière concerne la télévision, où on demande à une autorité publique de coller des étiquettes d'appartenance politique pour pouvoir mesurer les temps de parole. Alors, sur des hommes politiques, ça pose aucun problème. Sur des journalistes engagés, ils annoncent la couleur. Mais vous avez un tas d'experts, ou même tout simplement des citoyens, qui peuvent avoir des engagements très différents selon les problèmes évoqués. Vous avez, autrement dit, un Conseil d'État qui enjoint à une autorité publique une chose qui est impossible ou qui va révéler d'énormes problèmes d'application. Alors certains ont dit c'est pas Conseil d'État toute chambre réunie, c'est simplement c'est une excuse. Au moins elle reconnaît qu'il a fait une belle bêtise. Mais je pense que
nos autorités judiciaires en font trop, que les magistrats sont un peu déformés par l'Institut de Bordeaux, hein, et le mur des cons. Rappelez-vous le mur des cons, hein, avec manifestement, nous avons des juges qui ne sont plus objectifs, mais qui sont devenus des militants. Et il faut pouvoir, lorsqu'il y a des dérives de cette nature, intervenir là-dessus. Au passage, ça jette une lumière un peu différente sur ce qui se passe en Hongrie. Parce que en Hongrie, vous avez le phénomène inverse. Vous avez les politiques qui ont pris l'ascendant excessivement sur les juges. Et disons en France, c'est l'inverse. Est-ce qu'une convergence entre les deux ne pourrait pas se dégager? Donc, voilà, attention aux réformes, pas n'importe quelle réforme, hein. Et l'attitude du Conseil constitutionnel dans la dernière loi qui a été adoptée par le Parlement sur l'immigration, ils ont quand même sorti 30 articles sur 80. En ayant la prudence quand même, parce qu'au Conseil, il y a encore des gens intelligents, d'écarter les articles comme étant des cavaliers et non pas pour des raisons d'anticonstitutionnalité. Ça veut dire que ces mêmes sujets peuvent revenir devant le Parlement d'une part et devant le Conseil, qui peut-être les acceptera. Donc, ce n'est pas une disqualification sur le fond, c'est une disqualification sur la forme. Ceci étant, la loi, elle portait bien, c'était une loi sur l'immigration, et les articles qui concernaient bien la migration. Là, je pense qu'il y a de la tartufferie aussi de la part du Conseil constitutionnel, et en plus, à la demande du président de la République. Bon, donc, il y a quand même des choses à faire. La question, c'est va-t-on trouver un parti qui proposera une solution réalisable et acceptable? Ce qui est étonnant, c'est que le problème est colossal. Il y a une contradiction entre les dirigeants et le peuple. Entre 70 et 80% quand même, c'est pas accessoire. Et en plus, avec des conséquences politiques. Regardez le Front National, le Rassemblement National, 30%. Et à la limite, je pensais que les guéris auraient plus d'influence et je me suis aperçu que personne ne connaissait les guéris en France. Donc effectivement, il n'y a pas d'importance. Vous voyez, c'est pas le phénomène en soi qui est apprécié, c'est qu'il n'est pas connu. Donc il n'a pas d'importance, pas d'influence. Voilà sur les points évoqués. Y a-t-il une réaction ou est-ce qu'on passe au point suivant? Bon, alors, a priori, on va passer au point suivant qui est une conversation, alors que j'ai intitulé Bouquet d'air. Alors, je ne sais pas si vous avez pu lire ce que j'ai écrit là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire? Bouquet, ben, c'est une allusion au feu d'artifice, au bouquet final. Hein, ça part dans tous les sens, il y a toutes les couleurs, ça pétarade, il se passe manifestement quelque chose d'inhabituel et qui est d'éphémère. Bouquet d'air. Alors, ERE, au pluriel, ERS, c'est pour signifier qu'il y a des aires très nombreuses qui sont en fin de parcours pour certaines et en début de parcours pour d'autres. Alors, une aire, par exemple, en fin de parcours, c'est la domination de l'Occident sur l'ensemble du monde. On va le voir tout à l'heure, l'Occident, depuis le XVe siècle, soyons clairs, depuis Christophe Colomb, a dominé progressivement le monde, les terres, les populations, la science, la culture, l'industrie, l'innovation. Ben, vous voyez bien, dans tous les domaines, il y a une domination de l'Occident. Et aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est fini. Et nous avons la guerre à nos portes, en Ukraine, au Proche-Orient.
Les BRICS ne sont plus 6, mais 11, en attendant d'être 20 et quelques. Et lorsque l'Occident prend des mesures contre la Russie et regarde qui les suit, il n'y a quasiment personne. La majorité du monde n'a pas suivi l'Occident dans les sanctions à l'égard de la Russie. Donc on se trouve minoritaire. C'est une illustration de la fin d'une ère, l'influence de l'Occident. On aura l'occasion de revenir. Une autre fin d'ère aussi, c'est la mondialisation économique. La mondialisation économique, qui remonte à plus d'une vingtaine d'années, a permis une accélération du développement, a permis de voir débarquer en Occident des biens qui coûtaient pas cher parce que produits par des gens qui n'étaient pas payés cher, hein, dans des pays en voie de développement. Bon, conséquence, désindustrialisation en France particulièrement, puisqu'on a divisé par 2 notre industrie, de 20 on est passé à 10%, mais les États-Unis aussi ont été concernés. Bon. Je ne vais pas poursuivre sur les inconvénients de la mondialisation, on pourra le faire à un autre moment, mais là aussi, la pandémie, d'une part, a attaqué cette mondialisation, et puis les rivalités entre les grandes puissances aussi. Elle est malmenée. Troisième ère qu'on a rêvé, c'était la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'était la paix allait s'instaurer sur l'ensemble du monde, appuyée sur le développement du commerce, du doux commerce, comme dirait Montesquieu, et sur une civilisation qui allait s'unifier progressivement. Bon, et on s'est aperçu que la fin de l'histoire, c'est terminé, et c'est plutôt le choc des civilisations d'Huntington qui a pris la suite. Donc nous sommes plutôt en renaissance d'une géopolitique beaucoup plus violente que par le passé. Nous avons aussi pu voir dans le domaine démographique les évolutions du passé, des évolutions lentes, pas très bien perçues, et maintenant on sait clairement, beaucoup plus clairement qu'auparavant, où on va. On voit aussi avec les migrations ce qui se passe si ces migrations ne sont pas régulées, si on ne prend pas la décision de mettre de l'ordre dans tout cela. Donc nous étions sur la définition des aires. Alors les aires, ce sont des trajectoires qui se terminent, on a cité quelques-unes, et puis vous avez de nouvelles trajectoires qui commencent, parce que si un ordre international prend fin, un autre va prendre sa place, mais pour l'instant, il est simplement en voie d'esquisse. Alors, qu'est-ce que l'on peut voir? Que les acteurs majeurs ne seront pas tout à fait les mêmes que par le passé. Hein, les États-Unis ont perdu le monopole de la puissance, mais ça reste quand même la première puissance mondiale, bien loin devant la Chine. Donc, de nouveaux acteurs apparaissent, bien sûr, la Chine, mais aussi de nouvelles alliances. Les nouveaux acteurs ont un rêve, c'est de substituer à l'ordre américain post-1945, les institutions Bretton Woods, Fonds monétaire international, etc., de substituer un nouvel ordre mondial, bien sûr conçu par les pays, disons, en voie de développement. Bon, donc là, on voit un nouvel ordre qui est souhaité par certains. Deuxième chose, ce serait un ordre beaucoup plus multipolaire que par le passé. Dans le passé, il y avait des grandes alliances relativement solides, je pense notamment à l'Alliance Atlantique,
les nouvelles sont quand même beaucoup plus disparates que les anciennes. Mais voilà une nouvelle orientation. Dans les nouvelles orientations, vous avez aussi un niveau de violence que l'on n'avait pas vu. Les guerres, tout simplement. On pensait que ça faisait partie du passé. Non, non, non. Les guerres, malheureusement, font partie de l'actualité. Et il serait même souhaitable d'en parler dans les. J'ai découpé les thèmes de conversation en 7. Le 7e sujet, c'est les troupes françaises au sol en Ukraine, ce que Macron a évoqué. Il serait quand même intéressant d'en parler. Donc, vous voyez dans quelle direction nous allons de ce côté-là. C'est ça les changements d'air. Vous avez aussi, soyons clairs, l'apparition de dictatures autoritaires ou le renforcement de ces dictatures. Pas la peine de les nommer, elles sont connues. Et en face d'elles, vous avez les démocraties libérales qui sont quand même en difficulté. Certains ne parlent même plus de démocratie, mais d'autocratie ou d'oligarchie libérale, soulignant que le lien commun, l'unité, est aussi malmené. Dernier point, on l'a évoqué, ces démocraties ont du mal à voir les problèmes, elles pratiquent beaucoup le déni, par exemple dans l'immigration. Donc, elles ne cherchent pas à résoudre un problème qu'elles ne veulent pas voir. Ça fait partie des difficultés. Autre difficulté à évoquer, c'est la nouvelle diplomatie. Autrefois, au XIXe siècle, la diplomatie européenne, c'était 5 puissances, traité de Vienne, d'abord 4 au début, puis Talleyrand a réussi à renverser la table et à ramener la France du côté des vainqueurs. Bon. Et vous aviez 5 puissances avec 5 ou 10 personnes qui discutaient entre elles de l'ordre européen, et ça a duré presque un siècle. Aujourd'hui, la moindre négociation est sur la place publique. Ce n'est pas d'ailleurs parce qu'elle est sur la place publique qu'on la voit. Poutine ne voit pas que les derniers coups de pied au cul qu'il a reçus, c'était l'islamisme. Il dit que c'était les Ukrainiens. Vous voyez? Donc, même sur la place publique, on peut dire n'importe quoi. Je m'arrête un peu, mais c'est pour dire qu'on a des menaces extérieures, mais nous avons aussi des menaces internes aux démocraties. Et dans le bouquet d'air en question, c'est ça le grand problème. C'est d'identifier les bouleversements qui sont en cours, parce que ça n'a pas commencé avant-hier, ça a commencé déjà il y a, dans certains cas, quelques décennies, au moins une décennie. C'est en cours, mais ce n'est pas achevé, ça n'a pas produit toutes ses conséquences. Et deuxièmement, il y a une indétermination sur ce qui nous attend et sur la façon aussi de s'y adapter. Et au passage, je dirais ce que dit l'un d'entre vous tout à l'heure, c'est que finalement, on s'aperçoit, nous aussi, que occidentaux, conditionnés par ce qu'on a l'habitude de voir, par nos hommes politiques, nos intellectuels, nos journalistes, eh bien, on a une version qui est universaliste, mais en fait, l'universalisme, c'est l'Occident. C'est pas l'universalisme des Chinois, c'est pas l'universalisme des Indiens, c'est un universalisme occidental. Autrement dit, c'est un particularisme. Et là, il faudrait aussi que nous prenions conscience que notre universalisme est un particularisme, qu'il est légitime, que d'autres ne partagent pas. Et donc, en conséquence, avant de vouloir les convertir à nos valeurs, selon la méthode Bush avec son armée en Irak et les conséquences que ça a pu avoir, ou bien l'armée française en Libye, c'est pas mieux,
ça devrait nous permettre de relativiser nos positions et de faire attention à l'existence des autres si on veut, dans cet environnement menaçant et très différent et mouvant, retrouver une façon d'exister en restant indépendant et en étant coopératif. Voilà, si vous voulez, l'esquisse du sujet. Alors, puisque nous sommes dans une conversation, je vais vous laisser réagir déjà sur ce point, sur le thème, la proposition d'échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez que l'on doit étudier? Alors, si je peux vous donner les thèmes qui ont été notés pour regrouper les articles, il y en a 7. Le premier, c'est le monde contre l'Europe, on dit les menaces qui sont autour de nous. Deuxième, c'est la décadence de l'Occident. Troisième, c'est les limites à l'Ukraine-Russie, autrement dit, les conséquences de ce qui se passe là-bas en ce moment. 4, la mondialisation du conflit israélo-arabe. 5, la révolte du Sud globale. Et 6, les troupes au sol, dernière déclaration de Macron. Donc, voilà les différents thèmes que l'on devrait pouvoir traiter ensemble. Alors, réaction sur tout ça. Je peux faire rapidement une petite remarque. Moi, je reviens d'un séjour relativement long en Asie. Et donc, ce qui a été dit sur l'universalisme qui ne devrait plus avoir cours ou qui devrait s'entourer de beaucoup de précautions ou tout le moins être, comment dirais-je, exemplaire, c'est une réalité. Parce que quand vous allez en Chine, quand vous allez dans d'autres pays d'Asie, eh bien, effectivement, la manière de vivre, d'être des Occidentaux est à milieu de leur manière de vivre et d'être. Et même s'ils la connaissent, même si pour certains aspects ils l'ont adoptée, eh bien, ils se réservent le droit de garder ce qui fait leur diversité, ce qui fait leur particularisme, etc. Et ça, c'est très prégnant. Et je crois qu'on a fait l'erreur de vouloir se poser, encore une fois, en modèle ultime et unique, alors qu'effectivement, d'autres zones de la Terre se comportent d'une autre façon et selon leur logique. Et pour beaucoup, ça leur va bien. Et elles adoptent ce qui les intéresse dans notre civilisation occidentale qu'ils aiment étudier aussi. Alors, je vois que Françoise est arrivée. Bon. Alors, sur ce bouleversement de notre environnement, vous avez un article, je ne sais pas si vous l'avez lu, Le monde contre l'Europe de Nicole Niesotto. Alors, c'était une prof au CNAM, Conservatoire national d'arts et métiers, spécialisée dans l'Europe et plus précisément dans la défense. Elle nous dit le bouleversement jusqu'à présent, l'Union européenne, depuis sa création, a pu choisir sa problématique. L'Union européenne a choisi ses trajectoires de développement, a négocié ses traités, et c'est elle qui choisissait ses orientations. Et là, l'élément nouveau, c'est que l'Europe doit réagir à tout ce qui se passe autour d'elle et sur quoi elle a peu d'influence. Elle doit réagir à la Russie et à Poutine, elle doit réagir à ce qui se passe au Proche-Orient, elle doit réagir à l'évolution des BRICS en Afrique du Sud, elle doit réagir à ce qui se passe dans le Sahel, elle doit réagir à la disparition de la mondialisation économique en cours. Autrement dit, et même
aux menaces internes des démocraties libérales. Autrement dit, elle n'est plus maîtresse de sa problématique et des problèmes qu'elle doit résoudre, y compris les migrations dont on parlait tout à l'heure. Ce n'est pas elle qui en est à l'origine, mais ça fait partie des problèmes qui se posent à elle. Donc, vous voyez, le degré de liberté qui était le nôtre, d'un seul coup, est complètement bouleversé. Et si jamais on ne se saisit pas des problèmes, ou si jamais on ne trouve pas les bonnes solutions, la survie de l'Union européenne peut s'en trouver mise en cause. Imaginez simplement des problèmes en ce moment, une guerre en Ukraine. L'Occident s'est serré les coudes beaucoup plus que Poutine ne le pensait. Mais imaginez que ce soit Trump qui soit élu au mois de novembre. Trump a fait des déclarations sur l'article 5 de l'OTAN qui assure la solidarité. Et il a déclaré en gros que les États-Unis ne seraient pas nécessairement solidaires de l'Europe face à la Russie. Et ce simple fait éclaire différemment ce que Macron a pu dire concernant les troupes françaises en Ukraine. L'Europe pourrait effectivement se trouver seule face à la Russie. Et si on regarde les troupes conventionnelles en présence, ben, ce serait inquiétant pour l'Europe. Et ce n'est pas impossible. Deuxième idée, vous avez Sylvie Goulard. Sylvie Goulard qui était une grande européenne, qui était présidente du mouvement européen France un certain temps, qui était ministre de la Défense 2 mois avant de devoir démissionner en même temps que Bayrou, parce que les conseillers du MoDem étaient financés par des fonds européens. Elle s'est reclassée dans le privé, elle était sous-gouverneure de la Banque de France pendant un certain temps, et elle revient à la politique et vient de sortir un petit bouquin sur l'Europe. Et le titre reprend une morale de La Fontaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la grenouille et du bœuf. Elle enfla tant qu'à la fin elle creve. Et ça concerne l'Europe. Autrement dit, que nous dit Sylvie dans cette affaire, à 27, vous avez du mal à vous entendre, à 36, ce sera un suicide. Vous voulez accueillir l'Ukraine, mais déjà, la Suède s'est mobilisée contre le blé ukrainien qui fait s'effondrer les cours du blé suédois et qui ruine les paysans suédois. Donc vous voyez, ce qu'elle dénonce, c'est ce que j'ai annoncé à un certain moment comme étant une décision prise grâce aux tripes de Madame Michu et en oubliant le cerveau de Kissinger. Autrement dit, on a laissé parler nos passions et on a oublié de réfléchir. Et la réflexion en matière de stratégie, en matière de diplomatie internationale, doit être absolument dominée par la rationalité et la réalité et non pas par les passions. Voilà ce que nous dit Sylvie Goulard. Alors c'est une sorte de résurrection, c'est un petit bouquin qui se lit facilement et qui pose un problème colossal. Et je veux simplement souligner que les deux problèmes colossaux que nous soulevons en ce moment, l'élargissement de l'Europe d'un côté, l'adaptation pour choisir les problèmes auxquels nous allons nous confronter de l'autre, sont des sujets qui devraient dominer la campagne européenne. En avez-vous entendu parler à l'occasion de la campagne? J'ai l'impression qu'on s'engage dans une campagne conformiste, nationale, où on va transformer les élections européennes en référendum pro ou anti-Macron, en oubliant de parler de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui concerne l'Europe.
seule conséquence quand même, c'est qu'au niveau du Parlement européen, les forces politiques vont être un peu modifiées au bénéfice de l'extrême droite des différents pays, mais sans toutefois bouleversement, puisqu'il semble d'ores et déjà que d'après les sondages, la majorité antérieure sera reconduite, bien qu'en étant laminée, enfin diminuée au passage. Donc le vrai problème, ce sera la prochaine élection. Voilà. Réaction, puisque nous sommes en conversation. Moi, mais je sais pas, je voudrais bien, mais je sais pas comment intervenir. Ben, il suffit de prendre la Vous parole. m'entendez? Ah bon, Oui, vous m'entendez? oui, oui. Ah À bon, partir du d'accord. moment où le micro est branché, on vous entend. Je reviens un petit peu en arrière parce que je n'arrivais pas à trouver la manière d'intervenir. C'est sur la première partie de votre exposé sur repenser la Constitution européenne. D'abord, combien de temps ça va prendre? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? J'imagine qu'on continue comme on vit maintenant. Voilà. Revoir tous les traités, c'est ce que j'ai déjà entendu dire. Est-ce que Non, ça ne va pas donner un cafouillis incroyable? non, non, il faut serrer les questions. Il faut serrer les questions. Réviser la Constitution, ça peut être fait relativement rapidement, parce que pensez bien qu'il y a quand même des constitutionnalistes qui se sont penchés sur les questions et il y a des propositions qui sont toutes prêtes. Le problème, ce n'est pas de mettre au point la révision, il suffit d'appeler des experts. Mais il faut quand même faire un choix politique. C'est un choix politique et il faut trouver, le plus difficile, c'est de trouver une majorité, parce que réformer la Constitution, ça veut dire, ou bien, il y a deux façons de faire, hein, c'est l'article 89 ou l'article 11. L'article 89, ça veut dire qu'il vous faut un texte adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat, à la majorité. Et deuxièmement, après, vous avez le choix, ou bien vous passez par le Congrès, et à ce moment-là, il faut une majorité qualifiée, je crois que c'est les 3/5, donc un peu plus que les simples majorités, ou bien vous passez par référendum. Et le problème, c'est d'avoir une majorité dans chacune des deux chambres, qui aujourd'hui est très difficile à obtenir. Alors, il y a un deuxième moyen, mais qui n'est pas très constitutionnel, c'est l'article 11. C'est ce qu'a fait le général de Gaulle en 1962, quand il a choisi de faire élire le président de la République au suffrage universel. Je vous rappelle simplement que s'il était passé par l'article 89, jamais il n'aurait eu de majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat pour faire élire le président au suffrage universel. Vous voyez, les parlementaires, les représentants de l'opinion publique pouvaient bloquer ça. C'est bien pour ça qu'il est passé par l'article 11, qui manifestement, lui, organise le référendum, mais dans des domaines limités, dont la présidence de la République ne faisait pas partie. Donc il a fait un coup d'État. Et les constitutionnalistes ont dit a posteriori que le score, la participation des Français est très élevée, et l'acceptation très élevée aussi des Français entérinait cette liberté prise par rapport à la Constitution. Et donc, plus personne n'a contesté les résultats de ce référendum. D'ailleurs, vous voyez bien, 70 ans après, que c'est accepté, ça marche. Alors, donc là, vous avez des difficultés. Il ne suffit pas d'avoir un parti, après, il faut trouver une majorité. Alors, cette majorité pourrait peut-être se trouver plus facilement dans l'opinion publique que chez nos représentants. Ce qui est aussi un paradoxe pour une démocratie. Ça veut dire que nos représentants ne sont pas tout à fait nos représentants. Donc ça confirme qu'il y a bien un problème de représentation dans nos démocraties et en particulier dans la nôtre. Bon, donc voilà pour
pour cette affaire de constitution. Bien sûr, il faut définir le contenu, mais nous sommes à la veille quand même d'une élection. Ce qui serait tout de même intéressant, c'est que les futurs élus se prononcent un peu sur ce qu'ils prendront comme attitude face à cette affaire. Parce que certes, la réforme constitutionnelle, elle est française, mais contrôler les juges européens, c'est quand même un problème européen. Puisqu'on pourrait dire à la limite que les cours suprêmes françaises ont tendance à suivre ou anticiper la jurisprudence européenne. Ce n'est pas le cas du Parlement qui est souvent à la traîne pour adapter en droit français les directives de Bruxelles. Oui, mais là, je pense qu'on a un problème qui est difficile sur le plan philosophique, sur le plan constitutionnel et sur le plan politique et humain. Mais il est quand même présent. Et c'est l'un des problèmes. Face à cet environnement qui est de plus en plus menaçant, est-ce que nous pouvons nous doter d'institutions qui soient susceptibles de résoudre ces problèmes? Si l'Union européenne continue de demander l'unanimité pour prendre une décision face à Poutine, ça peut durer longtemps. Et vous pouvez avoir un petit pays dans un coin qui nous empêchera de résister à Poutine. Lui, il n'a pas besoin de consulter beaucoup de monde pour décider. C'est peut-être d'ailleurs un de ses problèmes. Mais dans un environnement où vous avez des décideurs qui ont les moyens de décider, que ce soit Poutine, Xi Jinping, demain Trump, on ne peut pas demander l'unanimité de 27 et après-demain de 36. C'est l'un des problèmes qui est devant nous. Et, deuxième point, en ce qui concerne la réforme des traités, il n'est pas indispensable de réformer les traités maintenant. D'abord, il faudrait les réformer en étalant un peu, en préparant ces réformes. Et vous avez en gros deux écoles, presque trois. Une école qui dit il faudrait concevoir une réforme globale et d'autre part ne pas renégocier les traités les uns après les autres, mais avoir une vision globale de tous les problèmes qui se posent, problèmes de gouvernance. Deuxièmement, il faut que cette vision soit partagée par les Européens, c'est-à-dire les eurocrates à Bruxelles, et aussi par les représentants des États-nations. Et le moyen, eh bien, c'est de réunir une commission, alors je ne sais pas comment on l'appelle, il y a un terme technique, une commission pour que tous les pays débattent de ce problème et fassent une proposition. Et puis après, une fois que la réforme sera conçue dans sa globalité, on la soumettra à une commission intergouvernementale pour préparer le nouveau traité. Donc c'est une façon de faire. Il y en a une autre qui consiste à dire traitons les sujets les uns après les autres et puis réformons les constitutions en rapport avec les problèmes concrets que l'on rencontre. Comme ça, on évite un blocage, parce que si on n'est pas d'accord sur l'ensemble, s'il y a des désaccords ponctuels, on risque de tout bloquer. Dans cette deuxième méthode, on ne bloquera que dans le domaine dans lequel on négocie, soit la défense, les relations internationales, les migrations, l'écologie. Vous voyez, on prend les problèmes les uns après les autres. C'est une deuxième façon de faire. Et il y en a une troisième qui consiste à dire ne touchons pas au traité, parce que chaque fois qu'on essaie de toucher au traité, c'est important, c'est quasiment sacré, ça sensibilise beaucoup de monde et ça
déclenche des prises de position extrêmes qu'il est difficile de concilier. Alors, soyons réalistes et traitons les problèmes à traité constant. Et on peut le faire. Par exemple, le Covid, il n'était pas prévu que l'Europe intervienne dans le Covid, ce n'est pas partie du domaine délégué. Et pourtant, c'est bien l'Europe qui a trouvé le vaccin et qui s'est approvisionné et qui a approvisionné à bon compte et permis à l'Europe de maîtriser cette pandémie. Et ceci avait été théorisé précédemment par un grand Européen, qui s'appelle Luc von Middelaar. Et Luc von Middelaar avait notamment décrit l'Europe, je ne sais plus quel est le terme, l'Europe dans l'improvisation. Et il avait remarqué que l'Europe n'était jamais aussi efficace que dans l'improvisation, parce que dans l'improvisation, elle est capable de prendre des positions politiques qu'elle n'est pas capable de prendre ensemble d'une façon théorique quand il faut définir les règles du jeu. Donc la définition de la règle du jeu, c'est très compliqué, ça déclenche beaucoup d'hostilité et on n'y parvient pas, alors que lorsqu'on est confronté à des problèmes très concrets, par exemple, faut-il envoyer des troupes en Ukraine, si jamais Trump arrive d'un côté et si on est face à Poutine, il faudra répondre très vite à la question. Ce sera incontournable. Ou alors, si on ne répond pas, c'est Poutine qui sera en Pologne ou dans les pays baltes avant qu'on ait répondu. Hein, c'est comme ça que ça va se passer. Il ne faut pas se leurrer. Donc, voilà 3 possibilités de réponses différentes. Et si on choisit l'élargissement et l'intégration de l'Ukraine, vous voyez qu'on va compliquer les choses parce qu'on va prendre la première solution, les traités, compliqués par le nombre, et notamment des gens qui sont très éloignés de ce que nous sommes. Parce que les pays qui sont à la porte sont sont très différents de nous, beaucoup moins développés, ont beaucoup plus de problèmes, ont des populations vieillissantes, subissent des influences extérieures que l'on n'a pas, de la Chine, où Moscou est très présent en Serbie, pas à Paris. Donc, et en plus, ces gens-là n'ont pas l'habitude de prendre des décisions en commun, alors que nous, de l'autre côté, ça fait quand même 70 ans qu'on le fait. Donc voilà des raisons, des possibilités et des raisons de s'en sortir sans passer par la réforme des traités dans un premier temps. Voilà. À vous de jouer. Oui, tu as parlé des majorités qualifiées, etc. Mais il y a aussi un problème qui nous fait défaut parce qu'on semble avoir été traumatisé par la 4e République, c'est qu'on est infichu de faire des compromis entre forces politiques. C'est extrêmement compliqué, ou alors ça donne lieu à des pantalonnades incroyables, alors que nos amis allemands, nos voisins allemands, pour ceux qui ne voudraient pas dire amis, font sans cesse ce travail de compromis et d'association temporaire sur des projets qu'ils mènent à bien. Je voulais parler aussi des tensions, 2 mots, puisque je suis allé quelque temps à Taïwan. Effectivement, quand vous étiez à Taïwan, toutes les demi-heures, vous voyez passer des avions de chasse. Quand vous entrez dans le métro de Taïwan, eh bien, vous avez les pancartes qui vous indiquent les abris contre les bombes. Mais les Taïwanais font un commerce effréné avec la Chine populaire. Et je pense qu'ils ne croient pas, dans le fond, que la Chine se lancera là-dedans parce qu'elle a plus à perdre, aujourd'hui en tout cas, qu'à gagner à envahir Taïwan. Mais bon, c'est un jeu de posture au niveau de la Chine vis-à-vis des États-Unis qui permet de négocier d'autres choses. Non, sur le premier point concernant les compromis, là tu fais une opposition entre la France et l'Allemagne. Ceci étant, il y a un endroit où les Français font des compromis. C'est le Parlement européen. Parce que le Parlement européen, il fonctionne
beaucoup plus à la façon de l'Allemagne que de la France. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a un inconvénient du Parlement européen, c'est qu'il n'est pas connu. Il n'est pas connu. Les institutions européennes sont peu connues des Européens puisqu'il y a un problème de communication colossal. Ils ne communiquent pas assez. Et nos journalistes ne vont pas voir ce qui se passe, pas suffisamment. Ça n'intéresse pas beaucoup les journalistes, je peux vous le garantir. Preuve à l'appui. Mais le problème, c'est quand on regarde ce que font nos eurodéputés, leur présence, les textes qu'ils soutiennent, etc., on s'aperçoit qu'ils font leur boulot quand même. Enfin, à quelques exceptions près. Ils font leur travail et ils sont tout à fait capables de participer à des compromis pour avoir des solutions applicables. C'est bien ce qui me fait dire que ce sont des postures en France qu'ils abandonnent lorsqu'ils sont en Europe. Oui, oui, c'est vrai. Il y a aussi, ça fait longtemps que je le rappelle, et je suis un peu satisfait parce que ça revient à l'ordre du jour, que la France avait inventé la planification à la française. Après, on a dit on est en économie ouverte, on supprime la planification, on remplace par un groupe d'études France Stratégie, dans les mêmes locaux d'ailleurs, une Martignac que le plan. Et depuis, on a eu recours au plan, sauf qu'on l'a confié à Bayrou, qui, comme chacun sait, est un économiste distingué. Bon, c'est pas la bonne solution. Ceci étant, quelle était la particularité du fonctionnement du plan à la française, qui n'est pas du tout le sauf-plan à la soviétique, hein, eh bien, c'est qu'il y avait des commissions spécialisées dans les différents secteurs économiques, des commissions verticales dans différentes industries et des commissions horizontales pour les équilibres, disons, macroéconomiques. Et dans ces commissions, on trouvait de la main-d'œuvre, des forces de travail, des cadres, des syndicats ouvriers, des syndicats patronaux, des économistes, des fonctionnaires de haut niveau. On trouvait tout ça pour débattre des décisions qu'on avait à prendre, qui étaient des décisions assez opérationnelles sur les quantités de production, etc., et non pas des principes généraux. Donc des décisions, et les seules personnes qui manquaient, c'était les journalistes, ce qui permettait de parler franchement sans que le lendemain on fasse des affrontements, des affaires familiales qui fassent la une et qui ne permettent pas de trouver de solution. Parce que là aussi, il y a une façon d'enlimer les problèmes. Hein. Donc, ce serait bien de pouvoir retrouver ces lieux d'échange. Le fait que le moindre problème se trouve devant les opinions publiques où on tranche de tout sans rien connaître, c'est éminemment dangereux. Ce qui est intéressant en ce moment à voir en termes de communication, c'est la façon dont Poutine dénonce ou pas l'agression islamiste. Il a commencé par ne voir que l'Ukraine derrière ce qui est arrivé à Moscou. Bon. Oui, mais là, il prenait le risque en niant l'intervention des islamistes qu'ils répètent leur action sans que ça puisse être masqué. Et, oui, et puis le problème, c'est que l'État islamique a fait la démonstration, a fait la preuve qu'il était bien l'origine du problème dans le monde entier. Or, même s'il y a une propagande en Russie, il y a quand même des choses qui finissent par passer. C'était intenable comme position dans la durée. Mais maintenant, il faut voir ce qui s'est passé. C'est très difficile. Les dernières informations que j'ai eues, par exemple, c'est de dire que les coupables qui ont été torturés et qu'on a vus à la télévision russe n'étaient pas les attaquants. C'était des gens du même pays que les djihadistes. Et on les a trouvés parce qu'ils étaient chez eux. Et ça permettait de montrer quand même qu'il y avait une efficacité de la police russe.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. A priori, ceux qui en parlent font partie des rares qui ont étudié ces sujets depuis longtemps. Donc, il y a un petit degré de vraisemblance. Mais vous voyez qu'en termes de communication, c'est très difficile d'établir la vérité. Et Poutine a été contraint d'évoluer quand il a compris qu'il ne pouvait pas maintenir sa version. Ceci étant, il n'a pas absolu l'Ukraine pour autant, puisqu'il précise que s'ils n'étaient pas au départ, ils étaient censés être à l'arrivée pour exfiltrer les djihadistes. Nous allons maintenant enregistrer la fin de la réunion. Alors, je vous rappelle, nous sommes dans la seconde partie et après avoir étudié l'Afrique, l'Europe, nous allons nous focaliser sur la France. Alors, concernant la France, se pose une question, quelle est la part des immigrés dans la population française? Alors, tout dépend de la définition que l'on donne de cette population immigrée. Il s'agit en l'occurrence de jeunes nés étrangers à l'étranger. Il s'agit de la première génération. Et cette première génération, en 2018, c'est environ 6,5 millions d'habitants, soit globalement 9,7% de la population française. Si jamais on étend un peu cette notion d'immigré à la deuxième génération, la deuxième qui, elle, est née en France, mais dont au moins l'un des parents n'est pas français, eh bien, cette population monte à 14 millions d'habitants et représente 20,9% de la population française sur 2 générations. Et si jamais on monte jusqu'à 3 générations, 22 millions, plus de 30%. Vous voyez, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin. Et d'autre part, l'excédent naturel de population d'environ 56 000 naissances en 2022 est en voie d'effondrement rapide sur 2023. De même que l'on peut penser qu'en 2024, il n'y aura plus d'excédent naturel des naissances et que la tendance globale de la population, ce sera une esquisse de réduction. Et ce fameux indice conjoncturel de fécondité, qui en France était demeuré encore aux alentours de 1,8%, c'est-à-dire un des plus élevés d'Europe, même si, je le rappelle, l'indice de renouvellement des générations est de 2,1, eh bien cet indice, inférieur à 2,1, mais toujours de 1,8, eh bien depuis 2023, s'est effondré. Il serait sur 2023 de l'ordre de 1,6 et quelques poussières. Autrement dit, l'avantage de la France est en train de disparaître et même cet avantage ne permet pas le remplacement des générations. Et il faut avoir bien présent à l'esprit que seul l'excédent migratoire permettra de maintenir la population. L'évolution naturelle n'est pas suffisante. Seul un excédent migratoire permettra de maintenir la population. Et là, vous regardez ce que seront les indices conjoncturels de fécondité, français, je viens de l'évoquer, mais à l'intérieur de nos frontières, par exemple, l'ICF d'origine algérienne est de 3,5 enfants par femme.
marocaine et tunisienne, 3,3. Turque, 2,9. Donc, vous voyez que le déséquilibre entre les Français de souche et les Français immigrés, eh bien, n'est pas près de se résorber, puisque les migrants continueront de se multiplier plus vite que les Français de souche. Alors, il existe un espoir, toutefois. Un espoir parce que le désir d'enfant, d'après les sondages qui ont été faits, resterait de 2,3 enfants par femme, c'est-à-dire bien plus que le constat que l'on fait, mais aussi bien plus que le taux de remplacement qui est seulement de 2,10. Alors ce désir serait contrarié par le torpillage de la politique familiale faite par Hollande. Alors, c'est en partie vrai, mais en partie seulement. Je pense que malheureusement, le rétablissement de cette politique ne serait pas suffisant pour relancer une croissance naturelle. Et pour ce faire, pour pouvoir le faire, il faudrait que l'État assainisse ses comptes pour faire face aux charges sociales incontournables et souhaitables dans ce cas-là pour soutenir cette politique. Il faudrait aussi accroître le taux d'emploi des femmes, des seniors et relancer la fécondité naturelle de souche, notamment en rétablissant la confiance dans la société. La confiance, ce n'est pas seulement une affaire d'espèces sonnantes et trébuchantes et d'allocations familiales. Il faut rétablir la confiance dans la société, la confiance dans la nation et la confiance dans l'avenir. Vaste programme. Alors, abordons maintenant la dernière partie. Que faire? Que faire face à tout cela? Dans les pays développés, une relance nataliste est éminemment souhaitable, est éminemment nécessaire. Et il serait souhaitable que ce problème, qui n'est pas spécifique à la France, qui est au moins un problème de dimension européenne, eh bien, que ce problème fasse l'objet d'un pacte de stabilité pour amener les États à combler le déficit démographique, un déficit croissant et un déficit menaçant pour les équilibres économiques, le bien-être social et familial, et n'oublions pas la paix civile. Mais à regarder de près, la relance nataliste chinoise, après la longue politique de l'enfant unique, ne marche pas. Malgré les efforts du gouvernement, l'ICF reste aux alentours de 1,7, sinon 1,4, comme presque partout ailleurs, en Pologne, en Hongrie. La Chine vieillit avant d'être riche. Le Japon, 126 millions d'habitants, pourrait perdre 40 millions d'habitants d'ici 2065. Les déterminants de la population de chaque pays, de chaque État-nation, les déterminants ne résident plus dans les politiques natalistes. L'immigration semble être la solution économique. Alors avec quel volume, quelle structure? Mais si l'immigration semble être la solution économique pour maintenir l'État-providence, cette immigration devient un problème politique du fait d'une insuffisance homogénéité culturelle. Les nouveaux arrivants ne procèdent pas de la même civilisation que les populations d'accueil. D'où la nécessité d'une assimilation réussie. Ça aussi, c'est un autre problème, complémentaire bien sûr du précédent.
En économie, on peut, comme les Japonais, rechercher les gains de productivité par une robotisation à outrance et un rapatriement de la production industrielle qu'on a laissé partir vers la Chine. Voilà les orientations de solutions pour les pays industrialisés. Pour les pays émergents maintenant, ce qui serait souhaitable, c'est une accélération de la transition démographique. C'est-à-dire d'accepter de ralentir le taux très élevé, trop élevé de croissance de la population. Alors, quand je dis trop élevé, c'est pour des raisons démographiques, économiques évidentes, et pas pour des raisons religieuses. Le pape François y est toujours opposé. Et ce n'est pas pour autant que ce ne serait pas une bonne solution pour les pays en voie de développement. Ça leur permettrait, cette accélération de la transition démographique, ça leur permettrait de bénéficier du dividende démographique pour accélérer le développement, c'est-à-dire de saisir la période où les jeunes sont très nombreux, disponibles pour la croissance, et non pas sur le dos la charge d'anciens de plus en plus nombreux et de plus en plus coûteux. C'est une opportunité à saisir. Donc, accélération de la transition, exploitation du dividende démographique, en sachant que, dans un premier temps, l'accroissement de production pour chaque habitant se traduirait par un accroissement des émigrations. C'est le constat qu'a fait Stephen Smith. L'augmentation de pouvoir d'achat se traduit dans un premier temps par un accroissement des migrants. Et la solution, Obama l'a dit d'une façon critique mais pertinente, l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, je trouve, mais elle a besoin d'institutions fortes, c'est-à-dire de faire que la juxtaposition de tribus que l'on trouve dans un État, eh bien, devienne un véritable État-nation, avec des institutions, avec une population politique et un respect de l'autorité des dirigeants qui auront été élus. La concentration des coups d'État au Sahel le confirme. Il convient de réduire la corruption, de promouvoir l'édification d'États stables, aptes à gérer le long terme, dans l'indépendance, mais dans la coopération avec les pays déjà développés. D'où la poursuite d'un co-développement avec des dirigeants intelligents et honnêtes. Nous en arrivons à la conclusion générale. Si on observe très généralement, les politiques pratiquent le déni et sous-estiment l'impact stratégique de la démographie. Il faut absolument réintroduire dans notre champ de vision cette variable stratégique déterminante dans les écrans radars. Alors, pourquoi a-t-elle disparu? Écartons, en tout cas, Cassandre et Pangloss. Anticipons les dangers de ce que nous avons sous les yeux. Anticipons bien évidemment les solutions. Et, comme disait Peggy, acceptons de voir ce que nous voyons et ne manquons pas d'agir pour ne pas subir. La démographie nous offre un demi-siècle de visibilité. Il n'y a pas d'horizon plus long et plus sûr. Alors, mesdames et messieurs, à nous d'en profiter. Au revoir.